travaille en tant que chef service certification et projet dans une entreprise en Côte d'Ivoire. Et je travaille avec l'équipe Métrologie pour tous et MétroSylab pour vous présenter ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la métrologie dans le domaine médical. La semaine passée, nous avons fait la première partie de ce webinaire qui portait sur la métrologie dans le domaine des laboratoires et dans les soins médicaux. Et la deuxième partie de ce webinaire portera sur l'imagerie médicale et la pharmacie. Donc, les organisateurs de l'événement sont Métrologie pour tous, qui est une plateforme en ligne pour promouvoir la métrologie. Et la mission de cette plateforme consiste à sensibiliser la population et les entreprises sur l'importance de la métrologie. Et elle a pour activité l'organisation des webinaires éducatifs sur des sujets en métrologie, aussi des forums de discussion pour échanger sur des idées et poser des questions. Et avec son partenaire MétroSylab, qui est un laboratoire de métrologie, de contrôle et d'inspection, et il a pour rôle de garantir la validité des résultats de mesures réalisés pour les clients. Et comme activité en métrologie, l'étalonnage, la vérification et maintenant des instruments de mesure, ainsi que les inspections des appareils de manutention et les accessoires. Aujourd'hui, vous aurez pour conférencier Josette Kanza, qui est initiatrice et chef projet de métrologie pour tous. Elle vous présentera la métrologie dans l'imagerie médicale. Ensuite, vous aurez la présentation du directeur général de MétroSylab, M. Ibrahima Ndiaye. Il vous parlera de la métrologie dans le domaine de la pharmacie. Ensuite, après les différentes présentations de vos conférenciers, vous aurez les contributions et questions-réponses. Cela peut se faire dans le cadre du Meet. Vous pouvez poser toutes vos questions. Ensuite, on aura les divers qui vont porter sur des informations sur MétroSylab et Métrologie pour tous. Nous avons prévu débuter à 12h00 et comme nous sommes des métrologues, nous allons respecter le temps. Et pour commencer la première partie, il s'agira de la métrologie en imagerie médicale qui sera présentée par Josette Kanza. Josette, vous pouvez commencer. Merci Ahmed pour la parole. Bonjour à tous. Je suis Josette Kanza, qualiticienne métrologue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la métrologie en imagerie médicale. Voici le plan de ma présentation. Ahmed, je vais vous expliquer l'imagerie médicale et ses différentes techniques. Ensuite, je vous donnerai le rôle et l'importance de la métrologie en imagerie médicale et également vous expliquer le cadre réglementaire qui régit. Enfin, je vous parlerai de la fonction métrologie et son application en imagerie médicale. La métrologie en imagerie médicale concerne toutes les mesures et les contrôles qui garantissent la fiabilité des dispositifs médicaux utilisés en imagerie médicale. Elle implique la maîtrise et la surveillance des processus de mesure. Plusieurs acteurs sont impliqués dans ce domaine, chacun jouant un rôle spécifique et complémentaire. Parmi eux, nous avons donc les physiciens médicaux, les ingénieurs biomédicaux, les techniciens en radiologie. Il faut savoir que les fabricants des dispositifs médicaux participent également en fournissant des équipements qui sont conformes aux normes. Ces mesures métrologiques sont effectuées partout où l'imagerie est utilisée, donc que ce soit dans les hôpitaux ou encore les cliniques. Les laboratoires de métrologie et les centres de maintenance jouent également un rôle clé dans ce processus. Il faut savoir que la métrologie intervient à toutes les étapes du cycle de vie des équipements d'imagerie médicale. D'abord, dès la conception de ces appareils, pour s'assurer qu'ils répondent bien aux exigences réglementaires, puis avant leur mise en service pour vérifier leur conformité initiale, enfin tout au long de leur utilisation à travers des maintenances régulières et des vérifications périodiques qui garantissent leur bon fonctionnement. Ces processus de métrologie sont mis en œuvre via des différentes procédures, notamment la vérification pour s'assurer que les appareils fournissent des mesures justes et exactes. Également la validation de ces équipements pour garantir leur adéquation aux normes de sécurité et de qualité en vigueur.
Ainsi, la métrologie assure la qualité et la sécurité des soins. Elle permet de garantir donc des diagnostics fiables en réduisant le risque pour les patients et en offrant aux professionnels de santé des équipements de confiance pour leur pratique quotidienne. La première application d'imagerie médicale date de 1896 avec l'utilisation des rayons X. L'imagerie médicale est devenue incontournable dans la médecine moderne. Elle est notamment indispensable pour déjà poser un diagnostic, détecter à temps les maladies et assurer leur suivi, apporter une aide lors des interventions médicales et également évaluer les traitements. L'imagerie médicale permet aujourd'hui d'observer un organe et de le voir fonctionner. Ainsi, la démarche qualité en imagerie médicale est cruciale pour garantir la qualité des soins. Parmi ces équipements d'imagerie médicale, nous avons la radiographie, Ahmed, qui est l'examen le plus connu. C'est une technique qui utilise des rayons X. Elle permet d'explorer donc de manière simple un grand nombre de structures, notamment les os, les poumons, les dents. Nous avons également l'imagerie par résonance magnétique, qui est une modalité d'imagerie non invasive et non irradiante, qui, elle, fournit des vues en 2 ou 3 dimensions pour voir l'intérieur du corps. Notamment, elle permet d'explorer donc les tissus mous, comme la moelle épinière, les organes digestifs, les organes reproducteurs, le cerveau. Nous avons également la tomodensitométrie, Ahmed, qui permet d'obtenir des images en 3 dimensions grâce à une rotation simultanée de la source émettrice des rayons X et un détecteur autour du corps. Grâce au scanner, on visualise une modification du volume ou une anomalie des structures. Notamment, on peut voir des infections, des tumeurs, des ganglions. En multipliant les images dans différents plans, cela permet d'avoir une vision détaillée des organes, de détecter donc les pathologies, encore de suivre les pathologies. Nous avons également l'échographie qui, elle, mesure le taux nécessaire pour ce trajet, donc l'écho, et restitue une image en temps réel pour permettre de distinguer les différentes structures. Grâce à cette technique, on peut explorer donc le cœur, les organes digestifs et les organes urinaires et également les organes génitaux. Il faut savoir que la découverte de la radioactivité a conduit au développement de la médecine nucléaire en 1999. Et la médecine nucléaire, elle utilise des traceurs radioactifs qui permettent de visualiser le métabolisme et d'autres processus biologiques à l'intérieur du corps. Parmi ces techniques, nous avons donc la scintigraphie qui repose sur l'utilisation de 2 éléments fondamentaux, un traceur radioactif qui est injecté au patient et une caméra sensible qui permet de voir les rayons. Donc, il faut savoir que le traceur radioactif, c'est une molécule d'intérêt biologique qui est marquée par un radioisotope qui lui sert d'étiquette. L'instabilité de ce radioisotope provoque la désintégration qui se traduit par l'émission des rayonnements. Donc, ce produit se fixe de manière préférentielle sur certains organes ou tissus du corps, comme par exemple le cœur, la thyroïde, les os, et cela permet de voir des anomalies de fonctionnement ou encore de structure. Nous avons également la tomographie par émission de position. Pour cette technique, le produit radioactif est principalement absorbé par les cellules actives. Il faut savoir qu'un examen de TEP permet de visualiser donc, les parties du corps, notamment les tumeurs ou encore les infections. Donc, chacune de ces techniques nécessite un contrôle rigoureux pour garantir que les images et la sécurité du patient est respectée. Donc, c'est là où la métrologie entre en jeu. Le rôle de la métrologie en imagerie médicale permet de déjà protéger le patient et le personnel en surveillant et en optimisant l'exposition au rayonnement pour réduire les risques de surexposition. Il y a également la fiabilité des diagnostics. Il faut savoir qu'un contrôle régulier des équipements permet de produire des images de haute qualité, ce qui est essentiel pour un diagnostic précis. La métrologie en imagerie médicale permet également d'assurer la qualité des images, donc en garantissant que les appareils produisent des images de haute qualité avec des mesures exactes, fiables et répétables.
En imagerie médicale, la métrologie aide à surveiller les doses afin que les patients ne soient pas surexposés. Les contrôles de qualité et de sécurité sont intégrés pour limiter l'exposition et assurer des examens qui répondent bien aux normes de sécurité. Elle permet également d'assurer le suivi de l'étalonnage et la vérification des appareils d'imagerie. Cela permet de garantir des résultats d'examen fiables et constants. La métrologie en imagerie médicale permet également d'assurer la traçabilité des mesures en documentant et en archivant toutes les mesures et des interventions sur les appareils, ce qui permet d'avoir toujours des données lors des audits de conformité. En recherche et développement, la métrologie est également un levier essentiel pour développer et tester de nouvelles technologies. Concernant le cadre réglementaire qui régit en imagerie médicale, il faut savoir que la métrologie en imagerie médicale est régie par plusieurs réglementations, des normes internationales qui visent à garantir la sécurité et la qualité des soins. Parmi ces références, donc, nous avons par exemple l'ISO 13485, qui est une norme internationale pour les systèmes de gestion de la qualité des dispositifs médicaux, y compris également les équipements d'imagerie médicale. Elle impose des critères stricts déjà pour la fabrication de ces appareils, le suivi, également l'étalonnage. Nous avons également une norme pour la maintenance de ces dispositifs médicaux et également des normes pour l'étalonnage de ces dispositifs. Donc, la conformité à ces normes assure la qualité et la sécurité de ces équipements. Il y a également les réglementations européennes, notamment, Ahmed, la directive 2013/59 de l'Euratom, qui, elle, est une directive qui impose l'optimisation déjà des doses et prévoit des exigences pour le contrôle des équipements et la formation des professionnels de santé. Elle implique également donc, des divers organismes, notamment nous avons la Commission internationale des unités de mesure et de radiologie, donc l'ICRU, qui, elle, a pour mission déjà de développer et de promulguer des recommandations internationalement acceptées sur des grandeurs et des unités pour les doses, la terminologie, parce que c'est très important d'avoir toujours le même langage, les procédures de mesure et les données de référence dans le domaine des rayonnements. Cela vise à garantir l'application sûre et efficace de ces rayonnements ionisants dans le diagnostic médical, dans la radioprotection et autres. Donc, il faut savoir que le BIPM et l'ICRU coopèrent ensemble afin de garantir la conformité au système international de ces unités. La réglementation française en imagerie médicale, elle repose sur plusieurs textes de loi et également des directives européennes, notamment la directive de l'Euratom 93/43 qui impose l'évaluation des doses reçues au niveau du patient. Pour les organismes, nous avons l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qui est responsable de la recherche et de la surveillance de l'impact des rayonnements ionisants sur la santé. Elle collabore avec l'autorité de sûreté nucléaire pour publier des études et propose des recommandations pour optimiser les doses reçues par les patients, notamment dans les pratiques d'imagerie médicale. Nous avons également le laboratoire national de métrologie et d'essai, le LNE, qui est le laboratoire français de référence dans le domaine de la mesure. Il est chargé déjà d'accompagner donc la collectivité nationale dans son évolution et de ses progrès, et également contribuer au bien-être des citoyens. Le LNE possède 2 laboratoires désignés. Le laboratoire national de métrologie et des rayonnements ionisants. Et dans ce laboratoire-là, il y a 2 types de laboratoires. Il y a le laboratoire de métrologie de la dose et le laboratoire de métrologie de l'activité. Il y a également le laboratoire de micro-irradiation de métrologie et des dosimétries des neutrons de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qui, elle, définit des références françaises dans le domaine de la métrologie des neutrons. Le rôle de la fonction métrologie en imagerie médicale, il faut savoir que tous les équipements utilisés en radiologie qui sont mis en service doivent être placés sous haute surveillance concernant la protection des rayonnements ionisants.
Un inventaire à jour de ces équipements doit être à disposition des autorités compétentes. Des programmes appropriés d'assurance qualité, notamment le contrôle qualité, l'évaluation de la dose reçue sur le patient, l'activité administrée, doivent être mis en œuvre. Un essai de réception, donc lors de la première configuration d'un équipement, et il doit effectuer donc les contrôles de performance sur ces équipements-là et un entretien important. Donc, le rôle du chargé de la fonction métrologie est essentiel pour plusieurs raisons. Déjà, il doit réaliser des contrôles qualité et des audits réguliers pour s'assurer que ces équipements-là, ils respectent les recommandations et les performances attendues. Vérifier la performance des équipements, notamment via des tests qualité périodiques, le contrôle de la dose délivrée par rapport aux paramètres de l'appareil. Il est également chargé de s'assurer de la maintenance et la vérification de ces appareils selon un calendrier précis pour prévenir et détecter les dérives et les dysfonctionnements. Il doit garantir que ces dispositifs qui sont utilisés sont étalonnés régulièrement pour garantir que les doses administrées sont conformes aux réglages souhaités. La fonction métrologie doit également assurer donc, la traçabilité des mesures. Cela permet d'avoir la confiance dans les résultats. La fonction métrologie, elle doit également permettre d'optimiser les périodicités d'étalonnage et également de documenter les valeurs de dose, notamment lors des ajustements des équipements et résultats de contrôle qualité qui sont réalisés. Et cela est important pour les inspections réglementaires et les audits de qualité. Parce que, comme on a su bien le comprendre, la démarche qualité en imagerie médicale est vraiment très importante. Et la fonction métrologie en imagerie médicale, donc le chargé de cette fonction doit s'assurer de la veille réglementaire en intégrant des nouvelles technologies et en s'adaptant aux nouvelles normes et recommandations. Donc, ce suivi métrologie qui est rigoureux doit permettre aux hôpitaux et aux cliniques de proposer des examens et des traitements de qualité qui assurent la sécurité des patients. Donc, il faut savoir que plus le patient est exposé au rayonnement, plus le risque augmente. Donc, il faut éviter de répéter inutilement les examens. La sensibilité des rayonnements ionisants dépend également de l'âge. Plus la personne est jeune, plus la personne elle sera sensible. Une dose trop élevée peut entraîner des risques pour le patient, notamment des dommages au niveau des tissus, tandis qu'une dose qui est faible peut compromettre la qualité du diagnostic. Donc, il est important de maîtriser précisément les quantités des rayonnements qui sont administrés. C'est pourquoi les dosimètres sont utilisés pour mesurer la dose du rayonnement délivré lors des examens. Donc, ce dosimètre doit être fiable pour donner des résultats justes et exacts pour contrôler la dose reçue par le patient. Donc, il y a également les activimètres qui permettent de mesurer l'activité radioactive des produits radiopharmaceutiques. Donc là, c'est vraiment de la médecine nucléaire, afin de vérifier la radioactivité injectée aux patients. Par exemple, lorsqu'un patient doit subir un examen de TEP, donc de tomographie par émission de position, un traceur radioactif, donc c'est généralement le fluorure 18, qui a un isotope radioactif qui lui est injecté dans son organisme. Ce traceur-là se concentre sur des zones d'activité métabolique élevée qui permettent de détecter les tumeurs. Afin d'injecter ce fluorure 18 au patient, le personnel médical utilise donc l'activimètre pour mesurer précisément l'activité du traceur radioactif. Le but est de vérifier que le radiopharmaceutique présente l'activité souhaitée au moment de l'injection. Donc, si le médecin prescrit, par exemple, une activité de 370 mégabecquerels pour le patient, l'activimètre, lui, doit être fiable pour mesurer avec justesse cette activité avant l'injection pour ajuster la quantité, par exemple, du fluorure 18 en fonction de la décroissance. Nous avons également les radiamètres portatifs à champ d'ionisation qui sont utilisés pour mesurer l'intensité des rayonnements et aussi de protéger les personnes sur des risques potentiellement dangereux. Il y a également la chambre d'ionisation qui est utilisée pour détecter et mesurer la radioactivité, en particulier les rayonnements ionisants comme les rayons X, les rayons gamma, les particules alpha et bêta. Donc, la chambre d'ionisation, elle capte les effets de l'ionisation causés par le passage de ces rayonnements à travers un gaz.
Il faut savoir qu'il y a aussi des fantômes de test qui sont utilisés pour tester et étalonner, également vérifier les performances des équipements d'imagerie médicale. Dans chaque technique d'imagerie médicale, il y a plusieurs fantômes de tests spécifiques qui sont utilisés. Notamment, nous avons des fantômes de tests pour la radiographie, les fantômes de mesure de dose pour évaluer la dose de rayonnement délivrée lors d'un examen de scanner. Nous avons les fantômes pour évaluer les performances des équipements IRM. Nous avons également des fantômes d'échographie, Ahmed. Également des fantômes de mammographie et des tomographies par émission de position. Ahmed. Donc là, sur cet exemple-là, voici un exemple en fait qui montre un contrôle qualité pour tester les performances d'un échographe. Sur la première image, il s'agit d'un fantôme de test qui comporte des cibles spécifiques, notamment des repères, des tailles, des profondeurs, ou des densités. Il est utilisé pour tester l'exactitude et la résolution de l'échographe. Et sur la deuxième image, ça montre juste le résultat de l'examen échographique du fantôme. Donc, sur ce résultat-là, on doit avoir exactement les mêmes points qui sont sur le fantôme. Donc, dans ce contexte-là, la métrologie, elle intervient au niveau du fantôme, au niveau de la vérification de ce fantôme, pour s'assurer que le fantôme, il est fiable pour réaliser donc ce contrôle qualité qui est souvent réalisé par les techniciens par les techniciens qui sont chargés de ça. Et la validation métrologique de ce fantôme est réalisée par comparaison. Donc, le métrologue, il vient avec son fantôme d'étalonnage pour comparer avec celui utilisé en échographie. Donc, en conclusion, les centres d'imagerie médicale doivent respecter les règles strictes déjà pour garantir la sécurité des patients, parce que nous sommes patients aussi, et également le personnel qui est impliqué. Cela inclut donc le respect déjà des normes de radiation, la vérification de ces équipements et la mise en œuvre des pratiques de radioprotection. Il faut savoir que la non-qualité, elle coûte cher. Un diagnostic qui est erroné dû à une mauvaise mesure peut entraîner des risques pour le patient et également des risques pour le centre d'imagerie médicale qui a réalisé des examens. Donc, la maîtrise du système de mesure en imagerie médicale est donc essentielle pour garantir des mesures justes et fiables. La métrologie aide au développement des nouvelles technologies d'imagerie médicale en fournissant des moyens de mesure et de validation pour des nouvelles technologies. Ainsi prend fin ma présentation. Je vous remercie. Merci à Josette Kanza pour votre brillante présentation. J'espère que les participants ont pris bonne note et feront bon usage de la méthodologie dans le domaine de l'imagerie médicale. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième étape qui concerne la méthodologie en pharmacie et qui sera présentée par M. India Ibrahima. Merci beaucoup, Ahmed. Merci beaucoup, chers participants. Merci beaucoup, Madame Josette, pour votre brillante présentation. Bon, moi, c'est Ibrahima Ndiaye. Je suis métrologue instrumentiste, physicien de mesure, directeur général du laboratoire de contrôle et d'inspection Métrocilab, qui se trouve au Sénégal. Donc, pour notre participation sur cette panel, je vais vous présenter la métrologie en pharmacie. Et sur ce, nous avons proposé le plan que voici. Et nous avons en première les fondements de la métrologie pharmaceutique, l'application de la métrologie dans la recherche et le développement pharmaceutique, la métrologie dans la production pharmaceutique, la métrologie et contrôle qualité pharmaceutique, la métrologie dans les chaînes du froid pharmaceutique et la réglementation et normes, métrologie dans les industries pharmaceutiques et l'avenir de la métrologie pharmaceutique et enfin la conclusion. Petit courageux, Badari. Je me pense que
Elle est patronne. La métrologie est la science des mesurages et de ses applications. Elle joue un rôle crucial dans les domaines pharmaceutiques en garantissant la précision, la fiabilité et la traçabilité des résultats effectués tout au long de la chaîne de production et de la distribution des médicaments. Cette discipline est fondamentale pour assurer la qualité, l'efficacité et la sécurité des produits pharmaceutiques. Par exemple, dans un secteur où la moindre erreur peut avoir des conséquences graves sur la santé des populations, la métrologie s'impose comme une pilier incontournable de la pratique pharmaceutique moderne. Elle englobe un grave éventail d'applications, de la recherche et développement à la production industrielle en passant par le contrôle qualité et la distribution. Les fondements de la métrologie pharmaceutique. La métrologie pharmaceutique repose sur des principes fondamentaux qui assurent la fiabilité des résultats de mesure. Et parmi ces principes, nous pouvons citer la traçabilité métrologique, qui permet de relier toute mesure à des étalons nationaux et internationaux. La justesse de mesure, des instruments de mesure, quant à elle, elle garantit que les mesures sont aussi proches que possible de la valeur réelle. La fidélité, elle assure la reproductibilité des mesures dans des conditions similaires. Et la combinaison de la justesse et la fiabilité d'un instrument de mesure donne l'exactitude d'un instrument de mesure qui est primordial dans le contexte pharmaceutique. Elle permet d'assurer que les doses de principes actifs sont correctement mesurées. La métrologie pharmaceutique s'appuie aussi également sur les concepts des instruments, de l'incertitude de mesure, dont on avait bien l'expliqué par M. Ouattara lors de notre webinaire passé, qui est un paramètre non négatif et qui nous permet de quantifier les doutes associés à chaque mesurage. Pour une industrie pharmaceutique respecte les fondements de la métrologie, il doit d'abord définir les objectifs métrologiques en identifiant des paramètres critiques à mesurer et déterminer des niveaux de précision requises. Ensuite, sélectionner des instruments de mesure. Sélectionner des instruments de mesure, cela veut dire choisir des instruments de mesure qui sont adaptés par rapport aux besoins spécifiques de l'industrie pharmaceutique, parce que c'est un domaine d'où on a besoin de la plus haute précision possible. Et ces instruments utilisés pour prendre des mesures et pour prendre des décisions doivent être étalonnés et vérifiés. Et après l'étalonnage et la vérification, il y a une autre étape qui est très importante, qui est l'analyse et l'interprétation des résultats, en faisant une évaluation des données métrologiques pour assurer la qualité des produits pharmaceutiques. L'application de la métrologie dans la recherche et le développement pharmaceutique. Elle joue un rôle primordial. Elle intervient dès les premières étapes de la découverte de nouvelles molécules. Ahmed. De nouvelles molécules où des mesures précises sont essentielles pour caractériser
les propriétés physico-chimiques des composantes. Les recherches aussi s'appuient sur des instruments de mesure de très haute précision, tels que les spectrophotomètres de Mohs ou les chromographes, dont la fiabilité est assurée par des procédures météorologiques rigoureuses. Et lors des phases précliniques et cliniques, la métrologie garantit l'exactitude des doses et la reproductibilité des résultats. Elles permettent notamment de quantifier avec précision les concentrations des principes actifs dans les échantillons biologiques. Et cet aspect crucial pour évaluer l'efficacité et la sécurité des nouveaux médicaments, la métrologie contribue ainsi directement à la validité scientifique des études cliniques et à la robustesse des dossiers autorisés pour la mise sur la machine. La caractérisation des molécules, c'est-à-dire l'utilisation des techniques spectroscopie avancées pour déterminer la structure et la propriété des nouvelles molécules, et la biodisponibilité pour mesurer avec précision les concentrations plasmatiques pour évaluer l'absorption et la distribution des médicaments dans l'organisme, et la sensibilité, la surveillance métrologique rigoureuse des conditions de stockage qui sont d'ailleurs très, comment dirais-je, dont les médicaments demandent une surveillance en termes de température, en termes d'humidité et en termes de pression atmosphérique par rapport à la conservation pour garantir la sensibilité des formules pharmaceutiques au fil du temps. Et l'autre point, c'est la métrologie dans la production pharmaceutique. Dans la production pharmaceutique, du début jusqu'à la fin de la production, la métrologie joue un rôle très important. Elle intervient à chaque étape. La première étape, l'étape de peser des matières premières, où on utilise des instruments de mesure, où on utilise une balance de précision étalonnée pour garantir l'exactitude des doses. Et si cela est raté, ça peut vraiment avoir un impact néfaste sur l'ensemble d'autres étapes. Les contrôles des paramètres de fabrication à travers la température, la pression et l'humidité sont constamment surveillés et enregistrés grâce à des capteurs calibrés. Et la validité des procédés et nettoyage mesurés, précisés pour s'assurer de l'élimination complète des résidus entre les lots de production. Et la dernière étape de la production pharmaceutique, qui est la contrôle qualité finale, test métrologique rigoureuse pour vérifier la conformité du produit fini à ses spécifications. La métrologie et contrôle qualité pharmaceutique. La métrologie joue un rôle prépondérant. La métrologie est un pilier de l'industrie pharmaceutique. Elles permettent de s'assurer que chaque lot de médicaments répond aux spécifications strictes définies au développement. Les laboratoires de contrôle qualité utilisent une large gamme d'instruments de mesure que nous pouvons citer, Ahmed, tels que les HPLC pour quantifier les principes actifs, aussi appelés les spectrophotomètres ou les spectrophotomètres pour faire, comment dirais-je, l'analyse, la pureté des substances. Et pour les HPLC, la fréquence d'étalonnage, la périodicité, c'est trimestriel. Nous pouvons aussi citer les balances de précision pour mesurer les comprimés, et c'est quotidien.
Nous pouvons aussi, par exemple, comment dirais-je, parler les formules liquides, dont c'est important de mesurer les pH des solutions, si c'est acide, basique ou neutre, avec à l'aide de pH mètre, et aussi la viscosité des solutions par rapport à un viscosimètre. Et la fréquence d'étalonnage est mensuelle. La métrologie dans la chaîne du froid pharmaceutique. La chaîne du froid est cruciale pour de nombreux produits pharmaceutiques, en particulier les vaccins, les produits biologiques et certains médicaments thermosensibles. La métrologie joue un rôle vital dans le maintien et le contrôle de cette chaîne froide, de la production jusqu'à l'admission aux patients des capteurs de température calibrés sont utilisés tout au long de la chaîne logistique pour surveiller en continu les conditions de stockage et de transport. Les enregistreurs de données permettent de tracer l'historique complet de température auxquelles les produits ont été exposés. Et ces objectifs font l'objet, et ces dispositifs de mesure font l'objet d'étalonnages réguliers pour garantir leur précision. Dans les établissements de santé, les réfrigérateurs pharmaceutiques sont équipés à un système de surveillance météorologique très avancé avec comment dirais-je, un système d'alerte. En cas de dépassement de température critique, la métrologie assure ainsi l'intégrité et l'efficacité des produits thermosensibles. Et en dernière, nous avons l'étalonnage rigoureux et la calibration périodique des instruments de mesure pour garantir la précision et la fiabilité. La réglementation est norme métrologie dans les industries pharmaceutiques. L'industrie pharmaceutique est soumise à des règlements stricts en matière de métrologie. Ces normes viennent de garantir la qualité et la sécurité de l'efficacité des médicaments, d'où on peut citer les BPF, bonnes pratiques de fabrication. Directive européenne définit les exigences métrologiques pour la production pharmaceutique, et le CGMP, Current Good Manufacturing Practice, règlement américain s'impose des standards stricts pour la métrologie dans l'industrie pharmaceutique. Ces deux règlements exigent que tous les instruments de mesure utilisés dans la production et le contrôle qualité soient régulièrement étalonnés et qualifiés. La norme ISO 17025 pour l'accréditation des laboratoires joue également un rôle important. Elle définit les exigences en matière de compétences techniques et du système de management de la qualité pour les laboratoires effectuant les étalonnages. Et nous avons les pharmacopies, recueils officiels fournissant des spécifications précises pour les mesures et les contrôles pharmaceutiques. Et l'avant-dernier diapo, nous avons l'avenir de la métrologie dans le milieu, dans les industries pharmaceutiques. L'avenir de la métrologie pharmaceutique s'oriente vers une intégration toujours plus poussée des technologies numériques et de l'intelligence artificielle, dont on peut citer la métrologie connectée. C'est un système de mesure
connectés permettant une surveillance en temps réel des analyses prédéfinies. Nous pouvons aussi citer la fabrication additive. Ce sont des nouveaux défis, métrologie liée à l'impression 3D des médicaments personnalisés. Et enfin, la nanotechnologie et l'intelligence artificielle. Ce sont des mesures à l'échelle manométrique associées par l'intelligence artificielle pour une précision inégale. Et en conclusion, la métrologie en pharmacie est essentielle pour la fiabilité et la validité des résultats obtenus lors de la production et des contrôles dans les industries pharmaceutiques et les laboratoires de recherche et d'essai. Elle implique la validation des méthodes d'analyse et la gestion des instruments et des procédures techniques. Merci de votre aimable attention. Je vais redonner la parole à notre modérateur, M. Ouattara. Merci à M. Ibrahima Ndiaye pour votre brillante présentation. Grâce à vous, nous avons pu comprendre c'est quoi la métrologie et dans le domaine de la pharmacie. Donc, l'étape suivante consistera à poser les questions et aussi la contribution des différents participants. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la séance des contributions et questions. Vous pouvez utiliser le chat pour poser vos différentes questions. Donc, vous pouvez aussi lever la main, l'outil qui se trouve en dessous de votre Google Meet et on vous donnera la parole. D'accord, il y a M. Cheikh Mohamed Fadel. Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Ah, donc, je vais me lancer. Hein. Comme personne n'a pas voulu se lancer, moi, je vais me lancer. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bien sûr. Oui, on vous entend. Oui, alors moi, je commencerai vraiment par me présenter d'abord. Donc, professeur Cheikh Mohamed Fadel Kébé. Je suis là en qualité donc, de président de l'Association sénégalaise de métrologie. Et je voulais tout d'abord magnifier vraiment l'organisation de cet événement. C'est un sujet effectivement d'actualité, vu l'importance de la métrologie dans les activités de tous les jours et surtout en tout cas les deux domaines que vous avez soulevés, à savoir le domaine de l'imagerie médicale et le domaine, disons, de la pharmacie, qui sont vraiment des domaines très en lien avec, disons, la santé des populations et surtout en Afrique où vraiment on a d'énormes difficultés pour avoir des laboratoires qui sont accrédités, donc où cet aspect métrologie est extrêmement important. Donc je voulais déjà féliciter par rapport à tout ça. Aussi féliciter donc les deux orateurs pour vraiment leurs présentations qui sont très brillantes, et Khalil, que je connais très bien parce qu'il est membre de notre association, mais aussi la dame qui a présenté aussi, a fait une excellente présentation sur tout ce qui est métrologie appliquée à l'imagerie médicale. Alors, moi, je voulais effectivement juste poser 2 ou 3 questions parce qu'il y en a beaucoup, hein, on peut en parler, mais je vais essayer juste de ramener tout ce qu'on est en train de dire au niveau de l'Afrique. Vous savez que la métrologie, effectivement, c'est le suivi des équipements, tout ce qui est étalonnage, tout ce qui est calibrage, et ça coûte excessivement cher. Aujourd'hui, en tout cas, qu'est-ce que vous pensez être effectivement la stratégie ou la solution pour pouvoir accompagner l'ensemble de nos laboratoires, l'ensemble effectivement de nos institutions de pharmacie pour être capable non seulement d'acquérir de bons appareils pour faire ce qu'on appelle le suivi métrologique tel que Khalid quelque part l'a mis du point de vue pharmaceutique avec ce qu'on appelle ces récurrences qu'il faut faire. Et deuxièmement, comment effectivement maintenir nos appareils parce qu'il y a aussi l'élément d'étalonnage aussi qui est extrêmement important. Ça, c'est un peu, disons, ma première question. La deuxième question, c'est en fait lié à ce qu'on appelle maintenant l'actualité, ce qu'on appelle le smart métrologique, tout ce qui est intelligence artificielle.
Comment vous pensez aujourd'hui l'étalonnage manuel, ou en tout cas qu'on a l'habitude de faire, qui coûte excessivement cher parce qu'il faudrait amener les appareils dans des laboratoires ou en tout cas dans des services spécifiés qui peuvent effectivement étalonner ces appareils. Mais aujourd'hui, on voit qu'on a la possibilité de suivre ce qu'on appelle des mesures d'un appareil qui est dans un laboratoire à partir, disons, cette statistique de données et la possibilité effectivement d'utiliser la statistique, d'utiliser l'intelligence artificielle pour essayer de suivre si l'appareil dérive ou pas. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être imaginé en Afrique pour pouvoir effectivement avoir des moyens moins importants, moins coûteux pour suivre effectivement l'étalonnage de ces appareils? Et je pense que si on n'a pas ça, on ne peut pas suivre nos équipements. Et si on n'a pas ça, on ne peut pas effectivement accompagner nos laboratoires pour aller vers l'accréditation 17025 dans laquelle forcément ces laboratoires vont avoir un bon suivi en métrologie. Voilà en tout cas en premier lieu ce que je voulais poser comme question, mais encore une fois magnifier cette initiative et puis féliciter effectivement les deux orateurs. J'étais un peu long, mais parce que je suis très passionné de ces questions. En tout cas, merci beaucoup pour l'occasion que vous nous offrez pour débattre de ce sujet. Merci bien à M. Cheikh Mohamed Fadel. Merci pour votre contribution et nous vous rassurons que nous ferons de notre mieux à chaque fois pour pouvoir promouvoir la métrologie. Et sans plus tarder, pour nos deux conférenciers, vous avez pris note. Je rappelle que la question porte sur l'application de la métrologie en Afrique et aussi de la métrologie SMART. J'aimerais laisser la parole à M. Ngaï. Merci beaucoup, M. Ouattara. Donc, je vais aussi remercier à notre très cher président, vraiment qui est en train de faire un travail remarquable par rapport à la métrologie au Sénégal et aussi en Afrique de l'Ouest et partout dans le monde. Donc, aujourd'hui, je pense que la métrologie, l'application de la métrologie en Afrique, et je pense que c'est nous, les métrologues, qui devront vraiment prendre ça en charge, tout en accompagnant avec, comment dirais-je, l'appui de l'État et aussi des organismes qui sont en Afrique, qui travaillent sur la métrologie, comme le cas de l'UEMOA, le cas de, comment dirais-je, les autres structures nationales et internationales pour chaque pays international, et le comité africain de métrologie, qui doit vraiment s'appuyer, comment dire, ou bien accompagner les laboratoires et les industries pharmaceutiques, autant pour moi, et les hôpitaux qui sont en train de comment dire, à chaque fois prendre des décisions à partir des équipements de d'imagerie médicale, comment dirais-je, à avoir des équipements de mesure de très haute précision, et tout en accompagnant aussi les laboratoires d'étalonnage qui sont en Afrique, d'avoir aussi des étalons de très haute précision pour pouvoir vraiment réaliser les étalonnages des instruments de mesure qui leur permettent de prendre des décisions. Donc aujourd'hui, par rapport à la question de M. Kébé, je pense que ce sont les structures qui coiffent la métrologie vraiment, qui doit accompagner la population, qui doit accompagner les industries pharmaceutiques et les hôpitaux, et tout ce qui évolue sur le domaine médical, pour que la métrologie dans ces domaines soit évoluée. Oui, Ahmed. Monsieur Ibrahima Ndiaye, merci pour votre intervention. Joseph Kanza, vous pouvez compléter. D'accord, nous allons donner la parole à monsieur Kamouche pour son intervention. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Je m'appelle Tissam de l'Institut Pasteur du Maroc.
Je suis une ingénieure biomédicale. Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour la qualité, pour l'organisation et la qualité de cette formation. En fait, j'ai deux questions concernant le deuxième volet. Vous avez mentionné la périodicité d'étalonnage concernant le spectrophotomètre, la balance et le pH-mètre. Est-ce qu'il y a des exigences ou bien est-ce qu'il y a des normes qui définissent cette périodicité? Et si oui, lesquelles? Et aussi pour un laboratoire de contrôle vaccinal qui sous-traite la prestation de métrologie. J'aimerais bien savoir quelles sont les exigences qu'on doit imposer aux sociétés d'étalonnage. Merci. Ibrahima Ndiaye. Merci beaucoup. Et c'est une question par rapport aux fréquences d'étalonnage. Il y a bien sûr une norme qui détermine la périodicité d'étalonnage de ces instruments. Donc, par rapport à ce que j'ai mis sur mes diapos, donc c'est après une enquête que j'ai fait avec l'industrie pharmaceutique qui se trouve au Sénégal. Donc, j'ai eu à discuter avec les techniciens. Donc, ils m'ont parlé, voilà, de façon, comment dirais-je, la manière dont ils déterminent les fréquences d'utilisation. Donc, par rapport à la norme qui réside, comment dirais-je, la périodicité d'étalonnage de ces instruments de mesure, même dans d'autres domaines. Et je vais vous partager ça parce que j'ai noté ça quelque part lorsque je faisais mes recherches. Et vous pouvez nous écrire après par mail ou bien sur notre plateforme. Du coup, on va vous partager la norme qui parle de la périodicité d'étalonnage des instruments de mesure dans le domaine pharmaceutique. D'accord, merci bien, M. Ibrahima Ndiaye. Donc, pour compléter un peu, oui, Josette Kanza. Pour compléter un peu ce que M. Ndiaye a dit, au niveau des exigences des laboratoires qui doivent venir faire des prestations, par exemple, dans des centres, il faudra que ces laboratoires-là soient accrédités, notamment sur la 17025 qui respecte cette norme. Merci. D'accord, merci Josette Kanza. Il y a M. David Kawanda. Vous avez la parole. Oui, merci. Moi, c'est David Kawanda. Je suis responsable dans une brasserie à Kinshasa, dans le groupe Castel. Et j'ai des questions. La première réside sur les travaux des métrologues dans l'imagerie médicale. Est-ce que pour exercer cette fonction, est-il impératif d'être un corps médical ou bien une connaissance et la maîtrise des règles ainsi que des normes en vigueur suffisent, ainsi que la compétence technique suffisent pour faire de la métrologie en imagerie médicale? C'est la première question. La deuxième question se tourne en termes de la politique de la métrologie. Est-ce que les conseils seraient de faire de la métrologie en faisant appel aux prestataires extérieurs pour venir faire de la métrologie en pharmaceutique ou bien en imagerie, ou bien il serait idéal de pouvoir internaliser cette fonction? Voilà ma question. Merci. Merci bien, M. David Kawanda. Je pense que cette question s'adresse à Miss Josette Kanza. Merci Ahmed, merci Monsieur David Kawanda pour votre question. Effectivement, pour assurer la fonction de métrologie en imagerie médicale, il faut déjà que la personne ait des compétences en métrologie et qu'elle respecte déjà les normes de radioprotection, parce qu'en imagerie médicale, il y a beaucoup de normes de radioprotection, et également des directives européennes. Et donc, se charger de cette fonction doit suivre beaucoup de formations. Donc, au niveau de la radioprotection, au niveau également des compétences métrologiques. Maintenant, pour savoir si il faut externaliser ou internaliser cette fonction,
Il faut savoir que la plupart de cette fonction est externalisée parce que c'est des laboratoires qui sont accrédités et qui sont surveillés par l'autorité de surveillance de la santé. Donc, en fait, ces laboratoires-là doivent être accrédités pour venir réaliser ces prestations-là dans les centres médicaux. Donc, généralement, cette fonction est externalisée. Maintenant, pour vouloir l'internaliser, il faudra également respecter la norme ISO 17025 pour pouvoir le faire sur place. Et là, il faut également prendre en compte, par exemple, en France, il faut être associé avec le LNE pour pouvoir réaliser ces raccordements au niveau des étalons primaires et secondaires. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci bien, Joseph Kanza. Et Redouane Oumassa, qui a levé la main, vous avez la parole. Redouane Oumoussa. Votre micro est coupé. D'accord, il y a Aliou Ngom. Aliou Ngom, vous avez la parole. Merci d'activer vos différents micros pour... Bonjour à tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Vous pouvez. C'est Ali Ngom, responsable métrologie, laboratoire national d'analyse et de contrôle du Sénégal. Membre aussi de l'ATMET. Je vous félicite vivement de cette initiative, monsieur Ndiaye. Je me suis aussi du retard parce que j'avais un peu oublié. Mais je tiens à vous dire que c'est très important du peu que j'ai pu entendre. Mais j'interviens un peu par rapport à l'application de la métrologie en imagerie ou bien en radiothérapie. Il y a quelqu'un qui a posé la question pour l'internalisation. C'est l'idéal. Dans toute structure, l'idéal, c'est d'internaliser ces activités métrologiques. Mais ce qu'il faudra prendre en compte, c'est que toutes les exigences applicables aux laboratoires accrédités, ils vont s'appliquer à toi. C'est là que réside la difficulté. Pouvoir respecter toutes les exigences de la norme ISO 17025, tout en sachant que tu n'es pas un spécialiste de la métrologie. C'est là. En radiothérapie aussi, il y a encore beaucoup plus de problèmes. Il n'y a pas qu'une seule grandeur que tu vas contrôler. C'est plusieurs grandeurs. C'est un peu compliqué. Il faudra travailler dans ce cas en collaboration parfaite avec les physiciens médicaux, physiciens médicaux cliniques. Ici, bon, de ce que j'ai vu au Sénégal, l'étalonnage, que ce soit des chambres d'ionisation ou autres, c'est une difficulté. Franchement, c'est une difficulté. On était obligé parfois de faire des back-cross. À défaut, envoyer les chambres d'ionisation en Europe ou bien aux États-Unis. Par contre, pour la question de M. Kébé, je pense que le travail qui doit être abattu, surtout en Afrique de l'Ouest, c'est d'essayer d'avoir des laboratoires accrédités et sur le plus grand champ possible. Et des portées d'accréditation très flexibles et qui couvrent pas mal de grandeur. Je pense que c'est sur ce quoi nous devons travailler et donner les bonnes informations à l'autorité. Prenons l'exemple pour la température. Si tu veux étalonner ou bien si tu veux raccorder tes instruments de température dans la sous-région, dans la CEDEAO, pour que tu trouves des laboratoires
accrédité, qui respecte scrupuleusement ce dont tu as besoin, c'est un peu difficile. Et en tant que métrologue, on est obligé d'être rigoureux. On est obligé d'être rigoureux avec les prestataires, avec les fournisseurs. Mais je pense que dans l'ensemble, ce que nous devons faire pour répondre aux besoins en termes de métrologie, dans le domaine que ce soit pharmaceutique ou bien médical, il faudra d'abord des structures nationales capables de servir de référence. Je m'excuse, c'est un peu long et il y a les autres qui doivent prendre la parole. Et je suis venu un peu en retard, c'est pour ça que je ne peux pas aller très en fond dans le sujet. Merci. Je m'excuse pour si c'est un peu flou. Je m'excuse. Merci bien, M. Alioune Ngom. Merci pour votre brillante contribution. Vous avez vraiment essayé d'expliquer un peu l'état de la métrologie, plus précisément au Sénégal. Et je pense que les différents participants ont pris bonne note. Donc, nous allons continuer nos séances de questions-contributions. Dans le chat, j'ai pu noter une question. David Kwanda, je pense que c'est ce qu'il a déjà posé. Et il avait demandé si il faudrait impérativement être dans le corps médical pour faire la métrologie en imagerie pharmaceutique. Je ne sais pas si Joseph Kanza a pu répondre à cela. Joseph? Oui, non, il avait posé cette question et j'ai répondu oui, c'est ça. D'accord, merci bien. Donc, il y a M. Redouane Oumoussa qui a levé la main. Je ne sais pas si vous nous entendez. Activez votre micro. D'accord. Je pense que M. Redouane a un souci technique. S'il y a un autre participant qui a une question, il peut lever la main et poser la question. D'accord. Je rappelle que normalement, le webinaire était prévu pour 1h du temps. On devait terminer à 13h. Donc, c'est entre nous, métrologues. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser les questions. On peut tolérer d'ici 13h10. Donc, au plus tard 13h10, on va devoir clore cette séance de webinaire. Donc, il nous reste pratiquement 7 à 6 minutes pour terminer ce webinaire. Bonjour. Oui, monsieur. Je vois 3 mains. Monsieur Cheikh Mohamed Fadel. Oui. S'il y a des gens qui ont levé la main, je préfère leur laisser parler parce que comme je ne voyais personne parler, c'est pourquoi je voulais parler. Donner la parole aux autres parce que moi, j'ai déjà intervenu. Je voulais juste faire un commentaire. Hein, s'il y a du temps, sinon, ce n'est pas un problème. D'accord? D'accord, d'accord. Mais je pense que vous pouvez intervenir puisque monsieur Oumoussa n'arrive pas à intervenir jusque-là. Ok, en fait, moi, je voulais juste renforcer ce qu'a dit effectivement M. Ngom. On parle de métrologie dans le domaine biomédical ou le domaine pharmaceutique, mais je pense que c'est partout, effectivement. Aujourd'hui, je pense qu'il a dû mettre sur le doigt là où c'est important. Il faut qu'au niveau sous-régional, au niveau des États, on puisse effectivement travailler, avoir des infrastructures de qualité où la métrologie, on lui redonne sa place. Qui dit redonner la métrologie sa place, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on ait des laboratoires de référence. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on faut demander au laboratoire d'aller vers la 17025. Si aujourd'hui, moi, j'ai des équipements et je veux les étalonner, je ne peux pas le faire. C'est la croix et la bannière. Donc, je pense qu'il y a un minimum, effectivement, d'accompagnement, un minimum d'investissement, parce que ça concourt effectivement au développement économique. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir se développer, il faut que nos pays sachent que l'industrie, que ce soit pharmaceutique, l'industrie de la biomédicale, l'industrie effectivement dans tous les domaines, mais il faudrait que ces laboratoires qui accompagnent soient normés, soient accrédités, mais l'accréditation demande effectivement une organisation qualité, demande de la technique, mais surtout demande de la métrologie. Et c'est là où le bas blesse. Moi, je pense que si aujourd'hui on a effectivement cette couche où les États jouent le jeu
les États donnent effectivement le cadre de référence normative qui nous permet de pouvoir avoir tout ce qu'il faut. Le reste, je pense que nous, les associations, nous devons effectivement essayer de nous organiser en fêtière, commencer à faire des formations au niveau donc, de ces différentes personnes qui sont dans les laboratoires, parce que quand j'entends parler à l'une, ça veut dire que c'est un retour d'expérience qui est extrêmement important. Et je pense qu'après, il faut qu'on puisse trouver effectivement des moyens d'accompagnement pour qu'on puisse pouvoir évaluer l'état de ces laboratoires pour aller vers la 17025 et petit à petit, effectivement, les accompagner pour aller vers la 17025. Parce que ce n'est pas aussi facile en Afrique, parce que les laboratoires n'ont pas les moyens, n'ont pas les budgets. Et je pense que si on parvient aujourd'hui à former une masse critique de personnes et que ces laboratoires sont sensibilisés au niveau des directions et que l'État joue le jeu, c'est comme ça qu'il faut arriver. Dernière chose que je voulais juste en fait dire, pourquoi j'ai parlé de la smart métrologie? Parce que quand même l'étalonnage, ça coûte cher aujourd'hui. Si vous avez par exemple un appareil qu'il faut aller amener à des milliers de kilomètres, il faut étalonner, mais l'étalonnage aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est ponctuel de manière manuelle. Par contre, si aujourd'hui on a la possibilité de pouvoir faire des mesures sur des appareils de manière statistique sur plusieurs années, je pense qu'aujourd'hui avec la statistique, avec la smart métrologie, on peut avoir la possibilité de faire de la surveillance et comme ça, on peut tout de suite savoir si un appareil dérive ou pas, parce que la métrologie ou la smart métrologie quand même est extrêmement intéressante parce qu'elle permet quand même de pouvoir vraiment surveiller en temps réel la maintenance proactive. Elle va permettre de réduire aussi des coûts d'accessibilité accrue. Elle va jouer aussi sur ce qu'on appelle l'amélioration de la traçabilité de la conformité. Et ça peut coûter en fait moins cher. C'est un peu ça que je voulais donner comme contribution en se disant, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on soit tous unis, on multiplie ces initiatives et je pense qu'il faudrait vraiment qu'on puisse travailler pour que la méthodologie prenne sa place. Voilà, merci. Merci bien, M. Cheikh Mohamed, et à M. Aliou Ngom qui voudrait intervenir. Bonjour, je reviens. Merci, monsieur Kébé, pour les éclaircissements et les pistes qui sont dégagées. J'ai une question, mais avant la question, je voulais vous dire que, bon, les gens, on essaie de se battre comme on peut. Souvent, il y a des difficultés pour le raccordement, mais on s'efforce à assurer la surveillance, les limites de surveillance, on respecte les limites de contrôle aussi. Il y a assez de bagages pour pouvoir, comme vous l'avez dit, statistiquement, essayer de fixer les limites à partir de la capacité de l'équipement selon sa fonction, sa fréquence d'utilisation aussi. Je pense que ça pourra aller et on a besoin des gens comme vous qui sont capables d'aller vers les autorités, les donner les bonnes informations pour qu'ils investissent dans le secteur. Parce qu'on en a besoin, on en a besoin. On ne peut pas avoir des précisions ou bien des mesures fiables sur lesquelles se sont basées des décisions importantes sans avoir une garantie métrologique. Ce n'est pas possible, à mon avis, en tout cas. En tout cas, merci pour l'intervention. Et ma question, c'était pour les Moussa Ndiaye et l'autre, les présentateurs. Je voulais savoir s'il y a une norme spécifique pour déterminer les EMT, parce que s'il s'agit des incertitudes, bon, on pourra faire quelque chose, mais si est-ce qu'il y a une norme spécifique en imagerie médicale pour déterminer les EMT, que ce soit en dose, le bruit, le contraste. Merci. Merci bien, M. Aliou. Je laisse la parole à M. Ndiaye et Joseph Kanza. M. Ndiaye. Donc, merci beaucoup, Ahmed. Donc, je vais juste rebondir un peu sur ce que notre professeur a dit tout à l'heure par rapport, comment dirais-je, de la métrologie en Afrique de l'Ouest, je ne sais pas, même en Afrique. Présentement, bon, et je pense que l'autorité, nous au Sénégal, notre première autorité en météorologie est là. Notre très cher président Mouché Kébé qui est en train vraiment de bien travailler pour le développement de la météorologie. Et d'ailleurs, au Sénégal, on est en train de travailler sur un projet par rapport à l'infrastructure de la qualité. J'espère qu'il va bien nous représenter pour que le Sénégal puisse gagner sa place par rapport à la météorologie. Donc, par rapport à... Je vais répondre d'abord à la question que tout à l'heure, il y a une dame qui a posé ça. Une norme pour déterminer
la périodicité d'étalonnage des instruments de mesure. Donc, il y a le FDX 07014 qui parle de l'optimisation des intervalles de confirmation métrologique des équipements de mesure. Donc, par rapport aux EMT, je pense qu'il y a pas une norme, mais c'est-à-dire les EMT, donc on dit que sont définis soit par la réglementation, soit par l'utilisateur, soit par le constructeur. Aussi, il y a des méthodes utilisées pour calculer, pour déterminer les EMT de mesure. Donc, après, M. Ngom, si vous nous saisissiez, donc on va vous partager, comment dirais-je, quelques documents que nous avons par rapport à la détermination des EMT. Merci, M. Diaye. Juste pour compléter, par rapport aux normes, en imagerie médicale, il y a des normes sur les étalonnages qui indiquent certaines recommandations que les laboratoires doivent suivre. Donc, il y a notamment l'ISO 4037 et l'ISO 8529. Merci bien, Joseph. Monsieur Aliou. Merci à madame pour la précision sur ces normes. Si vous pouviez, Monsieur Ndiaye, je ne sais pas si est-ce que vous pourriez prendre note pour qu'on puisse avoir ces normes. Parce qu'actuellement, je ne peux pas écrire là. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez rappeler les normes là. Écrit sur le chat. Oui, je vais écrire sur le chat. Oui. C'est mieux, c'est plus pratique d'écrire sur le chat. D'accord, merci bien. Je pense que le timing pour ce webinaire est passé. On va laisser tout un chacun pour qu'il puisse vaquer à ses occupations. Donc, je tenais, en attendant que Josette puisse écrire dans le chat ce qui est demandé, je tenais d'abord à remercier tous les participants pour vos contributions et vos différentes questions qui vont nous permettre d'alimenter et aussi de mieux répondre aux différentes attentes des météorologues. Ensuite, je tenais à présenter l'équipe de ce webinaire dont on avait pour conférencier Joseph Kanza et Ibrahima Ndiaye du Sénégal et pour modérateur Ouattara Ahmed et M. Bégon qui a eu un empêchement de dernière minute. Et tout cela a été réalisé par Météorologie pour tous et Météo-Syllab. Donc, pour d'autres informations complémentaires, Météorologie pour tous, vous avez le mail qui est là où vous pouvez poser toutes vos questions. Et on a aussi Météo-Syllab qui est au Sénégal, qui est un laboratoire. Vous pouvez les contacter pour des interventions dans le domaine de la météorologie. Et vous pouvez aussi nous contacter sur les différents mails pour des questions. Restez connectés sur nos différentes pages. On a des pages Facebook, LinkedIn, YouTube. Et cette intervention, vous pouvez la suivre sur YouTube. Et on a aussi un groupe WhatsApp. On a eu à partager le lien dans le chat aussi. Donc, pour rester connecté sur les différentes activités de ces deux entités, vous pouvez vous connecter sur nos différentes plateformes. Donc, voici présenté le webinaire du jour. Et à la suite de ce webinaire, il y aura une attestation de participation délivrée par Météo-Syllab. Donc, on avait demandé à tout un chacun d'écrire son nom dans le chat. Et c'est à partir de ça qu'on va faire la production des attestations. Donc, pour ceux qui n'auront pas laissé de nom, vous pouvez contacter directement les différentes plateformes pour que nous puissions produire votre attestation de participation. Donc, sur ce, je tenais à vous remercier et bon après-midi à tous. Merci Ahmed. Bon après-midi. Merci à vous tous. Bon après-midi à vous. Merci beaucoup. Belle initiative à renouveler. Merci beaucoup. Très, très intéressant. C'est l'Afrique qui gagne. Allez, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci à tout le monde. Aline, merci aussi la présentatrice. Well done, comme on dit, well done. Well done. Merci. Merci énormément. Merci. À la prochaine. Merci, à la prochaine. Merci à tous et à la prochaine. Merci, à la prochaine. Merci à vous et à répéter, je crois.